Bon, alors nous allons commencer. Et c'était même un grand plaisir pour moi d'accueillir Madame Abdelkirk parce que je trouve que c'est un sujet tout à fait fondamental et le peu de public mérite beaucoup, pour vous dire. Parce que franchement, comme elle va essayer de vous le montrer, c'est un véritable enjeu pour les femmes. Donc, comme il est un tout petit peu indiqué sur la diapositive, Madame Abdelkirk est gynécologue, médecin, gynécologue, responsable des urgences gynéco-obstétricales et qui a été formée en médecine sexuelle. Elle est la responsable d'une unité maintenant ouverte qui a reçu plus de 500 femmes qui ont subi des mutilations génitales. Elle va, comme elle va le montrer, elle va beaucoup insister sur l'éducation, car c'est un vrai sujet de société, et de société pour les femmes, pour effacer les douleurs, pour retrouver l'intégrité physique et surtout pour oublier les traumatismes des gestes. En 2018, elle a été élevée au grade de chevalier de l'ordre du mérite en Italie, n'est-ce pas, pour son engagement à l'égard des femmes. Alors vous me direz, mais pourquoi l'Italie, hein? Parce que j'ai appris en consultant vos travaux qu'il y avait des rappels indispensables, puisque vous êtes originaire de Somalie, qui a longtemps été sous la tutelle de l'Italie, et que maintenant est un pays tout à fait indépendant. De plus, vous avez, j'allais dire presque dans vos gènes, des origines gynécologiques. Papa est gynécologue, n'est-ce pas, somalien. Maman est aussi gynécologue, mais calabraise. Vous voyez quel héritage. Donc, un milieu biculturel et bireligieux, ce qui quand même engage une certaine modestie par rapport aux idées toutes faites. Vous êtes arrivé à Genève en 2009 et une année après, l'ouverture de ce centre de médecine. Et vous avez une équipe avec une autre gynécologue, avec une sage-femme, avec une psychologue, et vous recevez à peu près 25 à 30 femmes par mois. Évidemment, toutes ces femmes sont d'origine assez spécifique, érythréenne, éthiopienne, somalienne, malienne, tous ces pays d'Afrique qui ont encore. Alors dans votre équipe, qu'est-ce qu'on fait? On fait de l'accueil, on fait du soutien, on fait de l'accompagnement, de tout ce qui est santé sexuelle, beaucoup d'informations sur l'accouchement aussi, et vous nous en parlerez, et surtout beaucoup d'informations sur l'anatomie des femmes et l'information sur les maris et les compagnons. Bref, tout ce qui s'appelle la promotion de la santé sexuelle, avec toutes ces tâches multiples. Et comme je vous le disais un peu en aparté, c'est quand même un honneur pour les HUG à Genève d'avoir cette première consultation de santé sexuelle en Romandie. Et je vous remercie d'être venu parmi nous, mais le peu de nom fait quand même la qualité. Bonsoir. Donc, je vais parler de la promotion de la santé des filles et des femmes qui ont vécu une excision ou une mutilation génitale féminine, qui est une pratique qui existe dans plus que 30 pays du monde. Donc, pas seulement en Afrique, mais comme vous voyez sur la carte, dans 31, on parle de 31 pays du monde, avec des différentes prévalences. Donc, il y a des pays comme le pays en rouge, où la prévalence est très élevée, entre 75 et 100%, et d'autres pays où vous voyez des prévalences plus petites qui parfois indiquent certains groupes ethniques où la prévalence est élevée et d'autres groupes ethniques où la pratique n'est pas du tout effectuée. Il s'agit en plus des pays avec différentes cultures, différentes religions, différentes traditions, et avec les flux migratoires, maintenant, la prévalence, en fait, on peut en parler de façon globale. Donc, c'est une pratique qui existe dans tous les pays du monde. En Europe, on parle d'environ 600
000 femmes et filles concernées. Dans le monde, on parle d'environ 200 millions de femmes et filles concernées. En Suisse, on a récemment mis à jour ces estimations. On parle d'environ 22 000 femmes et filles. Et c'est important de dire que c'est des estimations, c'est-à-dire qu'on applique le taux de prévalence dans les pays d'origine à la population qui réside dans ces différents pays européens. Et donc ces estimations indirectes nous donnent des indications, parce que c'est une manière économique et rapide d'avoir des chiffres, mais ne reflètent pas du tout les groupes ethniques présents. Par exemple, en Nigeria, on sait qu'il y a des groupes où la prévalence est très élevée et d'autres groupes qui ne font pas du tout d'excision. Donc ces chiffres, en fait, ne reflètent pas du tout les groupes ethniques présents dans un certain pays et l'éventuel changement culturel dans les nouvelles générations qui a pu avoir lieu. Donc ici, vous voyez, même FedPol a mis à jour les données par canton aussi. Et on voit les cantons de Genève qui a une présence importante des femmes et filles qui pourraient être à risque ou qui pourraient vivre avec une excision. Alors, comme ça a été dit, en 2010, on a ouvert cette consultation multidisciplinaire qui s'appelle consultation MGF, qui reçoit environ 25 femmes par mois, filles et femmes par mois, d'origine de plus que 20 pays du monde, surtout de la Corne d'Afrique. Et comme j'ai dit, c'est une pratique qui n'est pas religieuse, qui est parfois reliée de façon erronée à la religion. Donc, dans notre population, vous voyez que 40% de nos patientes sont chrétiennes. On a une grande population, par exemple, érythréenne, et 60% c'est des patientes musulmanes. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que ça veut dire promotion de la santé après une excision? Tout commence déjà par l'accueil. Décider d'appeler ou de venir à l'hôpital, prendre un rendez-vous pour parler d'un sujet qui est tabou, qui est en lien avec la sexualité, duquel on n'a jamais parlé, c'est déjà une démarche. On a des patientes qui décident d'appeler après des mois de réflexion, qui ne dorment pas la veille du rendez-vous, par exemple. Donc déjà, de décider de prendre un rendez-vous, c'est un pas très important pour commencer à parler de quelque chose qu'on n'a, par exemple, jamais abordé. L'accueil passe aussi à travers la collaboration avec des interprètes certifiés. 30% de notre population a des barrières linguistiques et on a la chance de pouvoir avoir des interprètes formés dans lesquels il y a une confiance déjà établie depuis longtemps avec les communautés. Bien sûr qu'on offre une prise en charge des traitements, on va en parler après, on travaille pour la prévention et une chose importante qu'on fait aussi, c'est de la recherche parce que le sujet de l'excision a été longtemps méconnu, négligé et on a dit plein de choses qui étaient en lien avec plutôt des méconnaissances ou des légendes ou des mythes. Et c'est très important de faire de la recherche sur ces sujets pour informer la prise en charge clinique et aussi pour parler avec les femmes. On collabore avec plusieurs intervenants, ça a été dit dans l'introduction. On est sollicité dans les expertises médico-légales et dans les certificats, par exemple dans les démarches d'asile, parce que l'excision est une violence de genre qui est prise en compte, par exemple, dans les cadres des demandes d'asile. Alors, quels sont nos principes quand on travaille? Nos principes, c'est déjà que ce qui est mutilation génitale féminine, anatomie et physiologie sexuelle ne sont pas des sujets méconnus, comme ils le sont souvent, malheureusement, même parmi nous, les professionnels de la santé, que les filles, les femmes qui vivent avec une mutilation génitale et leurs partenaires bénéficient d'un accès, d'un accueil et une prise en charge qui est scientifique, qui est culturellement informée et qui est prive de stigmatisation. Et on pense vraiment qu'une meilleure prise en charge amène nécessairement aussi à une meilleure prévention et que l'information des patientes est vraiment une partie essentielle de la prise en charge. Alors, mais qu'est-ce que c'est la mutilation génitale? Qu'est-ce que c'est l'excision? Il y a une définition officielle de l'Organisation mondiale de la santé qui dit que la mutilation génitale est toute pratique qui amène à l'ablation partielle ou totale des organes génitaux externes à but non thérapeutique. Et c'est une définition qui est débattue parce qu'elle pourrait recouvrir d'autres pratiques sur les organes génitaux qui ne sont pas traditionnelles, comme par exemple les chirurgies cosmétiques, qui n'existent pas seulement dans les populations adultes. Alors ça, c'est petit, mais c'est pour dire que moi, pendant cette présentation, je parle de mutilation génitale. Souvent, on parle de mutilation génitale, mais quand on va regarder comment on appelle ces pratiques
Dans les différents groupes ethniques, souvent on parle plutôt de purification, rituel, réduction, etc. Donc, bien sûr, là, moi, je vais parler de mutilation génitale parce que c'est le terme utilisé par l'Organisation mondiale de la santé, mais quand on parle avec les femmes concernées, on préfère utiliser le mot que la patiente choisit. Alors, il y a des femmes qui vont parler spontanément de mutilation génitale, d'autres femmes qui vont parler des circoncisions, d'excisions ou des coupures. Et donc, nous, en consultation, on va utiliser le mot qui est choisi par la femme ou la fille. Il y a différents types et il y a une grande diversité. Alors, parce que souvent, quand on parle d'excision, on pense à un sujet unique. On a déjà vu que c'est beaucoup de pays, beaucoup de traditions, beaucoup de religions différentes, mais c'est aussi beaucoup de pratiques différentes avec des conséquences aussi qui sont différentes. Pareil, il y a aussi une classification qui a été proposée par l'Organisation mondiale de la santé, mais pour résumer, en fait, ces pratiques recouvrent des modifications qui vont de la piqûre du capuchon du clitoris jusqu'à l'excision de la partie externe du clitoris, avec ou sans excision de lèvres, jusqu'à l'infibulation, qui est souvent la forme la plus sévère, en lien avec le plus de conséquences sur la santé, qui est la fermeture des organes génitaux avec la position des lèvres, avec ou sans excision du clitoris. Et après, il y a beaucoup d'autres modifications des organes génitaux, y compris les piercings, qui est classé comme mutilation génitale par l'Organisation mondiale de la santé, ou la piqûre du clitoris, ou l'élongation, donc les stretching des lèvres, par exemple. Donc, pas tous les types de mutilation génitale affectent le clitoris. Il y a des formes où le clitoris est excisé, et d'autres où le clitoris n'est pas excisé et est intact. Alors ça, c'est des reconstructions 3D qu'on a fait à l'IRM. À droite, c'est des reconstructions du clitoris 3D de 3 femmes non excisées, et à gauche, c'est 3 femmes excisées. Et vous voyez que c'est la partie externe qui a été coupée. Tous les restes de l'organe, donc le corps caverneux, les corps spongieux, sont toujours en place et peuvent répondre aux stimuli et donner du plaisir, un orgasme, etc. Et bien sûr, la réponse sexuelle est multifactorielle. Elle ne dépend pas seulement de la partie externe du clitoris. Donc, les femmes qui souffrent d'un problème sexuel peuvent être traitées. Donc, ça, c'est les données des premiers 7 ans de travail. Vous voyez que dans notre population, donc, il y a 2 raisons qui expliquent ces données. C'est qu'on a surtout une population, comme j'ai dit, originaire de Somalie et d'Érythrée, où l'excision et l'infibulation est plus fréquente, donc l'excision des lèvres avec éventuellement une fermeture de la vulve. Et aussi, on a une consultation spécialisée qui prend en charge les conséquences de ces pratiques. Donc, on reçoit les formes un peu plus sévères qui sont associées à des problèmes de santé. Alors, pourquoi les patientes viennent à notre consultation? Elles peuvent venir pour vraiment différentes raisons. Parfois, simplement une demande d'information sur un sujet duquel, comme je dis, on n'a jamais parlé. Parfois, pour des problèmes de santé en lien avec la pratique, parfois pour une prise en charge psychosexuelle, parfois pour une prise en charge chirurgicale. Et donc, tout commence par l'accueil, l'information, cette prise en charge multidisciplinaire. Et notre prise en charge, elle couvre toute la vie de la fille et de la femme. Donc, ça peut arriver pendant son adolescence, quand on commence à se poser des questions, pendant la grossesse, beaucoup pendant la grossesse, ou après un accouchement. Et souvent, l'excision est une porte d'entrée qui nous permet après d'aborder toute la santé sexuelle et reproductive. Et comme j'ai dit, on travaille sur la prévention en collaboration avec les pédiatres, prévention qui commence déjà pendant la grossesse, et on travaille beaucoup sur la formation des professionnels, je vais en parler à la fin. Alors, qu'est-ce que ça veut dire accueil et prise en charge? Comme j'ai dit, c'est hyper important. Souvent, on parle d'excision et on pense toujours à l'infibulation, parce que dans les médias, souvent, quand on parle d'excision, il y a toujours l'infibulation qui est surtout présentée. Il y a une très grande diversité des vécus, de souvenirs, de conséquences. Il y a des patientes, des femmes, des filles qui ont eu cette pratique quand elles étaient nouveau-nées, à quelques jours de vie, qui n'ont pas de souvenirs. D'autres femmes qui ont eu ça avant les premières règles, voire après un mariage ou après une première grossesse. Donc l'impact et les vécus de la pratique varient énormément en fonction de l'âge, de la présence de souvenirs
où ça a été effectué. Ce n'est pas toujours un milieu rural, ça peut être aussi un milieu hospitalier, par exemple, avec une anesthésie, des antibiotiques. Et donc, on prend vraiment en compte tous ces facteurs, les facteurs vraiment anatomiques, biologiques, les facteurs psychologiques, et après les facteurs socioculturels. Ça, c'est assez complexe parce qu'il y a plein de croyances sur ces pratiques qui sont souvent effectuées pour donner un statut social, une acceptation sociale à la fille qui devient femme, mariable, pure, belle, fidèle à son futur mari. Mais avec la migration, ou déjà au pays avec toutes les campagnes de prévention et d'information qui existent, il y a parfois toutes ces croyances qui changent. Alors ce qui était beau, normal, mariable, sexy, à l'origine, peut devenir tout le contraire, avec beaucoup de questions et aussi beaucoup de souffrances. Et donc nous, en fait, quand on doit faire une promotion de santé sexuelle, on prend en compte tous ces facteurs. Quand on parle de chirurgie, on a une population qui vient pour des traitements chirurgicaux et qui sont essentiellement la désinfibulation et la reconstruction du clitoris. Lors de cette dernière, on parle beaucoup dans les médias. Alors la désinfibulation, c'est le traitement de l'infibulation, c'est-à-dire c'est l'ouverture des lèvres qui ont été unies lors de l'infibulation, qui réexpose le clitoris s'il n'a pas été coupé, l'orifice urinaire et l'orifice vaginal. Et ça, c'est vraiment la promotion de santé de la femme infibulée. C'est une chirurgie qui dure 10 minutes, mais qui change la manière de faire pipi, la manière d'avoir les règles, comment on a les pertes, les rapports sexuels, la voie d'accouchement, la manière avec laquelle on peut avoir un frottis du col. Donc c'est vraiment la promotion de santé de la femme infibulée et de la fille infibulée. Ça traite ou ça diminue beaucoup de conséquences négatives de l'infibulation. Par contre, si c'est une chirurgie techniquement simple et courte, c'est un changement énorme pour la femme. Imaginez de changer en 10 minutes vos organes génitaux, l'aspect, c'est que vous considérez propre, pur, beau, la manière dans laquelle vous faites pipi, le rapport sexuel, etc. Et donc ces changements peuvent prendre longtemps, peut avoir des craintes par rapport, par exemple, aux possibilités d'un bon mariage, parce que souvent l'infibulation est associée à la virginité prématrimoniale. On peut se poser beaucoup de questions. Et donc nous, on fait cette chirurgie, mais la grande partie de notre travail, c'est avant, pendant et après, dans l'accompagnement de ces patientes. La reconstruction du clitoris, par contre, c'est la réexposition du clitoris qui a été coupé et qui est caché sous la cicatrice. C'est une chirurgie un peu plus complexe qui dure 1 heure, avec des suites un peu plus douloureuses parce que la peau doit se réformer une fois qu'on a réexposé le clitoris. Alors là, pareil, c'est une chirurgie qui peut être effectuée pour traiter des douleurs, pour améliorer la réponse sexuelle, mais elle est surtout demandée dans un parcours souvent de réparation, d'avoir en arrière ce qui a été changé sans nous demander notre avis. Et ces changements, parfois, peuvent être accompagnés sans chirurgie. Il y a des patientes qui demandent cette chirurgie, beaucoup de patientes qui ne savent pas qu'elles ont encore un clitoris, parce qu'on a toujours pensé que l'excision enlevait totalement le clitoris, qui diminuait nécessairement le plaisir sexuel. Alors imaginez à 30-40 ans de découvrir pour la première fois que vous avez encore un clitoris. Peut-être vous ne l'avez jamais touché, le partenaire ne l'a jamais touché. Donc imaginez ce que ça veut dire un jour, en 5 minutes en consultation, de dire « Ah ben en fait j'ai encore un clitoris et peut-être il marche encore ». Alors c'est ça tout le travail qu'on fait en amont de la chirurgie, avec aussi nos collègues psychologues et sexologues. Et cet accompagnement dure le long de toute la vie. Donc on sait que la grossesse est une porte d'entrée typique pour entrer en matière d'excision, de santé reproductive et sexuelle. Mais les patientes peuvent venir à tout moment. Comme je dis, après avoir vu un film et avoir réalisé qu'on est peut-être excisé, sans avoir nécessairement de souvenirs et sans pouvoir nécessairement parler avec sa propre maman ou les autres membres féminins de la famille, pendant la grossesse, à l'accouchement, après l'accouchement, ou simplement pour discuter d'une contraception ou pour faire un dépistage. Et quand je dis qu'on va au-delà de l'excision, il s'agit d'une population
comme je dis tout à l'heure, qui est très diversifié, pas seulement en termes d'origine, culture, tradition, mais par rapport aussi au parcours de vie. On a des patients qui viennent d'arriver, qui ne connaissent pas encore le français, qui ne connaissent pas Genève, qui ont peut-être eu un parcours migratoire très difficile, jusqu'à des patients qui sont suisses et qui habitent ici depuis très longtemps, ou des patients qui sont des passages, qui se trouvent à Genève pour des raisons de travail. Alors, la communication va bien sûr s'adapter, mais il s'agit quand même d'une population souvent vulnérable qui a vécu d'autres choses que l'excision. Alors, on vient de publier une étude sur 124 patientes dans tout leur âge, pendant la grossesse et sans grossesse, et vous voyez que dans plus d'un tiers des cas, au-delà de l'excision ou d'un éventuel mariage arrangé ou forcé, les femmes avaient vécu d'autres formes de violence dans le passé. Et ces événements violents, que ce soit des événements sexuels, psychologiques ou physiques, étaient significativement associés avec un âge, au moment de l'excision, à plus que 10 ans, un impact négatif sur les symptômes du périnée. Et donc, ce n'est pas juste l'excision, ce n'est pas juste les organes génitaux. Nous, on prend en charge vraiment la personne avec son parcours de vie et ses antécédents. Et l'information est cruciale. Alors, comme j'ai dit, derrière l'excision, on dit plein de choses. Pourquoi on coupe les clitoris? Bien sûr, là, je fais des généralisations parce que ça dépend du groupe ethnique. Moi, j'apprends à chaque consultation de nouvelles fausses croyances. Parfois, on peut penser que si on ne coupe pas le clitoris, ceci peut grandir ou peut blesser le bébé au moment de l'accouchement, ou peut provoquer une dysfonction érectile chez les maris au moment des rapports, ou que s'il n'est pas coupé, même en marchant, on peut devenir sexuellement excité et courir derrière les hommes, par exemple. Donc il y a plein de mythes, de croyances sur le clitoris et en général sur les organes génitaux. Et ça, c'est vrai dans toutes les cultures, même où on ne fait pas l'excision. Par exemple, derrière l'infibulation, on pense que les organes fermés sont plus beaux, plus propres, plus sexy, que si les organes sont ouverts, l'orifice vaginal va devenir très grand, très large, où le vent peut rentrer avec des bactéries. Parfois, on peut penser qu'un bébé peut même tomber pendant la grossesse. Et donc, oui, on fait la chirurgie, on offre des traitements, mais je dirais que la majeure partie du temps de la consultation, c'est dans la découverte de ces croyances et éventuellement dans la déconstruction des mythes. Et ça fait partie vraiment de la promotion de santé. Il y a une vidéo que je vais vous montrer à la fin qui montre par exemple comment expliquer la désinfibulation. C'est une vidéo qui a été réalisée en collaboration avec d'autres pays où on a aussi participé parce que parfois même si on souffre de conséquences très sévères sur notre santé, par exemple on emploie beaucoup de temps pour faire pipi ou on a des douleurs lors des règles, des douleurs lors des rapports, il y a certaines patientes qui pourraient refuser le traitement quand on propose une désinfibulation, voire demander une refermeture après l'accouchement. Pourquoi? Parce que c'est la normalité. On a grandi comme ça. Faire pipi sans faire du bruit, par exemple, peut être considéré poli, féminin. Faire pipi en faisant du bruit est considéré masculin. Et donc, tous ces changements, toutes ces croyances nécessitent du temps de discussion. Les fausses croyances sur le clitoris, on les aborde beaucoup et on a imprimé aussi sur la base des IRM que vous avez vus des clitoris en 3D avec et sans excision, justement pour expliquer à quoi ça ressemble l'organe. On explique où il se trouve. Donc sur la droite, il a les reconstructions à l'IRM et sur la gauche, l'impression 3D à l'imprimante avec après le schéma en 2D. Et donc on explique où le clitoris se trouve, comment il peut être stimulé, et on explique en quoi ça consiste la chirurgie. Parce que le nom reconstruction du clitoris est trompeur. On pourrait penser qu'on remet un nouveau clitoris, mais en fait on réexpose un organe qui est déjà en place. Et on enlève la cicatrice autour. Tout ça, c'était la prise en charge. Après, il y a une grande partie de prévention qu'on fait, qui commence déjà pendant la grossesse. Donc, prévention de la pratique, parce que promotion de santé, ça passe aussi à travers la promotion de la santé dans les générations futures. Et ça veut dire prévention qui commence pendant la grossesse, qui doit inclure les deux parents, parce que l'excision est souvent une chose des femmes, contrôlée par les femmes, mais les hommes ont souvent un rôle de passivité active, on va dire. C'est-à-dire que si les pères
ont un rôle dans la décision, ils peuvent appuyer la décision de la femme de ne pas effectuer la pratique, avoir aussi une position vers la belle-mère ou sa propre mère et avoir un rôle actif dans la protection de l'enfant. Et aussi, c'est les hommes après qui marient des femmes éventuellement excisées ou pas excisées. Donc la prévention, ça commence déjà pendant la grossesse. On collabore avec les pédiatres parce que l'information doit continuer après l'accouchement. On informe sur la loi. En Suisse, il y a un article spécifique, qui est l'article 124 dans le Code pénal, qui est entré en vigueur en 2012. Alors souvent, on connaît que la pratique est illégale, mais on ne connaît pas toutes les conséquences qu'une pratique d'excision peut avoir. Et je dirais la dernière partie importante dans la promotion des santé, c'est la formation de nous professionnels. Parce que l'excision, c'est un sujet qui n'est pas abordé pendant notre cursus d'études, ni en pré, ni en post-grade. Comme aussi, par exemple, l'anatomie sexuelle féminine. Il y a très peu de médecins, sages-femmes, soignants qui connaissent la prise en charge des patientes avec mutilation génitale. Et tous ces mythes qui existent dans la population générale, après, souvent, ils sont partagés aussi par les professionnels de santé. Ça, c'est une étude qu'on a faite après 2 ans de travail. On a regardé en arrière les dossiers des femmes qui étaient venues à la consultation et on a vu que dans plus d'un tiers de cas, c'était marqué organes génitaux sans particularité. Et plus que 2 tiers de cette population avaient une infibulation, donc en gynécologie obstétrique. Et on s'est posé donc la question de mais pourquoi on a ces résultats, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors souvent, il y a sûrement un manque de connaissances, mais il y a aussi quand même quelque chose qui fait qu'on n'ait pas envie d'aborder ces sujets, qu'on n'ait pas envie d'aller plus loin. Alors depuis, on a commencé à faire beaucoup de formations. Et on a créé des atlas, par exemple. On a créé des vidéos et des atlas avec des dessins, de photos, pour que tout médecin de garde, par exemple la nuit en salle d'accouchement, soit capable de reconnaître une mutilation génitale, de savoir aborder les sujets, de savoir faire une désinfibulation au moment de l'accouchement si une femme est en travail, pour que les patientes aient une prise en charge correcte. Ça va sortir le 25 novembre parce que les organes génitaux pré-puberté sont différents qu'après la puberté. Et nous, professionnels, on n'a pas l'habitude d'examiner ces organes. Et donc, avec une collaboration de beaucoup de pays, on a réussi à mettre ensemble à nouveau beaucoup de photos pour que les prochaines générations de professionnels de la santé puissent reconnaître une mutilation ou pas aussi dans les organes avant la puberté, avec des conséquences médico-légales importantes. Nous, on a été sollicités, par exemple, dans des expertises où il y avait un doute sur une éventuelle mutilation génitale qui n'était pas présente simplement parce que les lèvres étaient petites avant la puberté. Et donc l'impact sociétal aussi, pas juste en termes de santé, est extrêmement important. Ça, c'est par exemple une simulation avec un bassin qu'on a acheté pour que les internes apprennent à faire une désinfibulation. Alors ça a l'air simple, mais imaginez d'être une patiente infibulée qui arrive peut-être avec une barrière des langues à 2h du matin avec des contractions. Le fait d'avoir un médecin formé qui sait comment gérer la patiente en travail, un impact énorme. Déjà sur l'accueil, sur comment on lui parle, et après sur la prise en charge clinique et chirurgicale. Dans le passé, par exemple, l'infibulation était une raison de césarienne. Ça ne doit plus arriver. La patiente peut accoucher par voie basse. Et ça, c'est une autre chose qu'on a mis en place, parce que quand on a vu que plus d'un tiers des cas, c'était pas documenté, pas reconnu, quand en fait on ne pense pas à un diagnostic, ça n'a pas juste des conséquences épidémiologiques parce que ce n'est pas documenté, c'est-à-dire qu'on n'a pas posé la question, on n'a pas posé la question sur les éventuelles complications, on n'a pas parlé des préventions, et donc on a inséré aussi dans les dossiers informatiques des cases, comme les autres formes de violence, parce qu'il y avait déjà des cases pour ça, pour que les médecins puissent y penser. Et quand un jeune médecin ne connaît pas la classification, les différents types, il peut même cliquer et il y a l'atlas qui s'affiche. Et donc, la promotion des santé des filles et des femmes qui ont vécu une excision, ça passe à travers plein de choses et c'est possible. Parce que malheureusement, dans les médias, souvent, quand on parle d'excision, la première réaction qu'on a, c'est « oh, on ne peut plus rien faire ». Non, ce n'est pas vrai du tout. On peut traiter les conséquences, on peut vraiment améliorer la santé
physique, psychologique et sexuelle. Si on offre une prise en charge qui est scientifique, qui est respectueuse, qui est aussi personnalisée, parce que vous avez vu qu'il y a plein de types différents, plein de vécus différents, plein de conséquences différentes. Et même si on veut prévenir les pratiques sur les futures générations et donc stigmatiser l'excision, les femmes et les filles qui ont déjà une excision, elles ne méritent pas d'être stigmatisées, elles ont droit à une prise en charge correcte et respectueuse. Et en fait, notre expérience, c'est vraiment qu'avec des soins adaptés, ces rapports de confidentialité, la confiance, le temps aussi et le dialogue, ça ne fait pas juste une promotion de santé pour la femme concernée, mais une prévention de la pratique en futur. Et donc là, ça a été un peu dit, mes origines au début, donc je vais conclure avec ces photos. Je pense que les changements culturels est possible. Moi, je suis d'origine italienne et somalienne. Mon père, il est le premier de 17 enfants avec des sœurs toutes pas juste excisées, infibulées. Et les changements culturels, la promotion des santé est possible. Et ça ne passe pas seulement à travers une promotion des santé par nous, les soignants, mais ça passe par une promotion des santé sociale de la femme et de la fille dans toutes nos sociétés. Merci. Et je montre maintenant la vidéo. Je vais animer le débat. Je peux montrer juste la vidéo que je voulais montrer. Je montre juste la vidéo. Votre vidéo, oui, tout à fait. Donc ça, c'est une vidéo pour les femmes qui doivent avoir une désinfibulation. Je crois qu'il faut remercier Madame Abdelakir pour ce travail. Parce que, comme elle nous l'a bien indiqué, il y a vraiment un problème culturel, je dirais. Vous êtes très respectueuse des croyances, des systèmes de croyances, mais on voit bien que c'est quand même un problème entre... est-ce que c'est une violence contre les femmes ? Je ne vous pose pas la question parce qu'elle est dangereuse. Alors. Mais les Occidentaux pourraient trouver cela une violence contre les femmes. Dans les populations d'origine et dans les pays d'origine, pas du tout. Ça peut être considéré comme un problème religieux, comme un problème, culturel, pour le dire globalement. Donc c'est vraiment un enjeu énorme de santé publique, que ce problème d'excision des femmes. Alors, je voulais vous poser, après je donnerai la parole à... Vous avez dans vos statistiques 40% de chrétiens, 60% de musulmans. Ça veut dire quoi? Les chrétiens, c'est les animistes? Coptes, surtout. Pardon? Coptes. Ah oui. En fait, c'est fait avant les baptêmes. D'accord. Voilà, parce que ça, je me disais, c'est quand même... peu dans nos traditions chrétiennes. Mais on a aussi des chrétiennes pas coptes, en fait. Bien sûr. En fait, c'est vraiment une tradition qui est pré-religieuse. Elle a été ensuite associée à la religion et elle est considérée une pratique religieuse vraiment dans des petits groupes ethniques. Par exemple, il y a un petit groupe ethnique en Inde qui s'appelle Dawoodi Bohra, qui fait la circoncision masculine et une forme précise de mutilation génitale qui est classée parmi les types 4, c'est une incision du prépuce du clitoris. Et eux, par exemple, pensent que c'est une pratique religieuse, comme la circoncision masculine. Ou dans certains pays, après, avec le temps, il y a eu des fatwas qui ont été associés à la mutilation génitale, comme en Indonésie ou en Malaisie. Mais en fait, c'est une pratique qui est pré-religieuse, c'est vraiment traditionnel. Et je veux juste dire une chose par rapport à... Oui, c'est un rituel violent, c'est une violation des droits humains et de l'enfant, mais il faut aussi penser d'être né dans un endroit où il y a... En fait, votre survie, votre mariabilité, votre existence dépendent de ça. Dans certains endroits, il n'y a même pas de mots pour appeler une femme qui n'est pas excisée. Dans certains villages, si une femme meurt, elle n'est pas excisée, elle n'a même pas le droit d'être enterrée dans son village. Elle n'a pas le droit de toucher la viande pour cuisiner tellement elle est impure. Donc c'est ça, quand on parle d'exclusion sociale, parfois on ne pense pas... Alors nous, on est ici, on travaille, on a notre argent, si on est marié ou pas, c'est pas grave, mais il faut imaginer dans certains endroits que exister comme femme, c'est un lien avec cette pratique. Et c'est là la difficulté de changer les choses.
Ben oui, c'est pour ça que, vous voyez, je ne vous poserai pas la question si c'est une violence contre les femmes, parce que c'est quand même une pratique, et c'est lié quand même à des fonctionnements beaucoup plus sociaux et socio-culturels. Mais alors, deux questions. Comment réagissent les conjoints, les compagnons, les maris? Alors, les hommes, en fait, c'est des ressources dans notre consultation. Alors déjà, souvent, ils sont arrivés avant, en Suisse, ils parlent français, en fait, ils sont intéressés à la santé de leurs femmes, à leur santé obstétricale, sexuelle, à la discussion des contraceptions. Donc parfois, c'est vrai que quand souvent on donne les cours, ça c'est une question qui revient souvent, mais est-ce que je peux faire entrer le mari en consultation? Comment il va aborder, par exemple, quand on doit discuter de la désinfibulation? En fait, c'est plutôt des ressources. Après, bien sûr, chaque situation est différente, mais en fait, souvent le mari appuie, par exemple, la demande de désinfibulation de sa femme, et si sa femme se demande s'il faudrait refermer ou pas, il est le premier à dire non, c'est mieux de ne pas refermer parce que c'est mieux pour ta santé. Et en plus, ils sont très importants aussi dans la prévention. Donc, on a souvent la tendance à penser que c'est une pratique patriarcale, donc les hommes, il ne faut pas les inclure trop, mais en fait, c'est tout le contraire. Il faut vraiment les inclure et les responsabiliser aussi. Et en général, ils sont d'aide dans ces changements culturels et dans la promotion de santé. Mais c'est une confrontation vraiment culturelle, hein, parce que quand vous avez mis mythe, moi je pensais domination masculine, violence contre les femmes, qui sont nos mots, hein, en Occident, et on voit bien que là ils sont très remis en question, parce que c'est difficile d'appliquer justement des modèles comme ça sur quand même des cultures ancestrales, hein. C'est là où il y a un enjeu. Après, c'est vrai que c'est souvent une culture patriarcale, mais c'est une pratique. En fait, c'est presque paradoxal. Certaines choses sont presque paradoxales. C'est contrôlé par les femmes. Souvent, les exciseuses, c'est des femmes, sauf des rares cas. C'est les femmes qui ont subi la pratique, mais qui perpétuent la pratique. Mais comme je dis, c'est vraiment un lien avec cette acceptation sociale et surtout cette mariabilité. Ce n'est pas juste la mariabilité, c'est les chances d'un bon mariage. Parce que l'excision est souvent associée à la virginité prématrimoniale et cette virginité, même du point de vue économique, est considérée comme une chose positive. Et donc une femme excisée, elle est souvent considérée plus pure, plus sexuellement calme, fidèle. Et donc ça augmente aussi sa valeur, pas juste sociale, mais économique aussi. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Je vous passe volontiers le micro. Oui, bien, monsieur. Oui, bonsoir. Merci pour la présentation. Dans la première carte que vous nous avez montrée, j'ai vu, je crois que c'était au Venezuela, Colombie ou Venezuela ou Pérou. Colombie, ouais, surtout Colombie. Ouais. Il y avait deux pays, oui. d'après ce que j'ai vu. Est-ce que ça tient aussi aux traditions andines? Alors non, il y a vraiment un petit groupe ethnique qui s'appelle Embera, qui fait cette pratique. Alors il y a certains sociologues, anthropologues qui se sont intéressés, qui se sont posé la question pourquoi ce petit groupe ethnique fait ça. Et il semble en fait que pendant l'esclavage, il y a des populations d'Afrique qui faisaient l'excision, qui voyageaient jusqu'à la Colombie, le Pérou, et donc cette pratique est restée à cet endroit-là. Mais c'est vraiment ce groupe ethnique précis qui pratique l'excision. Sinon, une deuxième question. Alors, en ce qui concerne la fibulation, c'est pas une fermeture complète des canaux, des orifices, d'après ce que j'ai compris sur les dessins. On rétrécit au maximum, sinon le rapport sexuel est impossible, si j'ai bien compris. Alors, le niveau des fermetures est variable, ça dépend. Parfois, l'orifice résiduel peut être si petit qu'un grain de riz. Parfois, l'orifice résiduel peut être un peu plus grand. Donc, dans tous les cas, souvent, l'orifice urinaire est couvert. L'orifice vaginal peut être couvert plus ou moins. Alors, la question qui vient après, c'est vrai, mais comment c'est possible les rapports sexuels? Dans certains groupes ethniques, en fait, c'est considéré comme un signe de virilité que le mari puisse ouvrir la cicatrice. Parfois, ce n'est pas possible. Et donc, en secret, le couple peut aller à l'hôpital et ouvrir cette cicatrice.
Après, maintenant, avec les changements culturels, c'est de plus en plus accepté d'avoir une désinfibulation chirurgicale. Mais en fait, c'est le mari qui devrait ouvrir la cicatrice, c'est qui prend longtemps, des semaines après le mariage, et c'est douloureux aussi pour le mari. Douloureux pas juste physiquement, mais aussi du point de vue psychologique pour le couple. Vous voulez dire une ouverture avec le pénis, un genre à viol. En fait, la femme est consentante dans le sens qu'il y a un rapport après le mariage, si le mariage n'a pas été un mariage forcé, et les couples savent que ça va prendre quelques jours, l'ouverture de la cicatrice. Alors là, je n'ai pas mis de photos dans la présentation, mais le niveau d'ouverture est très variable, et on a souvent aussi des patientes enceintes qui sont enceintes sans pénétration, par exemple, avec une éjaculation de proximité. Et là, on discute de la désinfibulation, justement, déjà pendant la grossesse, pour qu'elle puisse arriver à l'accouchement en ayant eu des rapports sexuels, par exemple, si elle le souhaite. Et dans le cas des pays où on vit loin des hôpitaux, c'est-à-dire vraiment loin des grands centres d'agglomération, les femmes enceintes, comment accouchent-elles avec infibulé? C'est ça que je n'arrive pas à saisir. Alors, en fait, l'infibulation est un pont de peau qui peut se déchirer au moment de l'expulsion, mais bien sûr, cette infibulation est associée à beaucoup de complications obstétricales, plus de saignements, plus de déchirures, plus d'épisiotomie. Ça peut causer une souffrance fétale au moment de l'accouchement. Après, même dans les pays d'origine, la désinfibulation, elle est souvent pratiquée, même par des accoucheurs ou accoucheuses traditionnelles qui savent comment gérer. C'est différent quand une femme accouche toute seule à domicile. Alors nous, on a fait une étude, j'en ai pas parlé, où on a comparé, en fait, on a regardé l'issue obstétricale avec une prise en charge correcte. On sait que tous ces risques, on arrive à les contrôler avec une prise en charge adéquate. Si on sait qu'on doit faire une désinfibulation, si on sait qu'on doit bien examiner, expliquer à la patiente, qu'on doit faire attention au périnée, on arrive à diminuer presque tous ces risques, sauf les risques d'épisiotomie qui restent plus élevés. L'épisiotomie, c'est quand on doit couper pour faire un peu de place au bébé qui doit sortir. Ça, on n'arrive pas à arriver au même risque que la population générale parce qu'il y a une cicatrice. Mais... Et si l'infibulation est associée à la pureté, d'après ce que j'ai compris de vos explications, une femme qui a accouché obligatoirement, elle aura tendance à être infibulée à nouveau après l'accouchement. Pas toujours. Ça aussi, ça change en fonction des pays. On sait que la réinfibulation, elle est fréquente dans certaines parties, surtout du Soudan, par exemple. Au Yémen, on a eu des patientes qui avaient transité par l'Arabie Saoudite, en Arabie Saoudite, on ne fait pas de mutilation génitale, mais il y a des populations migrantes où cette tradition existe, et qui ont eu des refermetures. Alors, quand on ne savait pas comment prendre en charge ces patientes, parfois on faisait une césarienne, ou parfois, si la patiente demandait une refermeture, on les faisait. Maintenant, les recommandations qui existent, médicales, de toutes les sociétés scientifiques, disent qu'il ne faut pas les faire. Et dans certains pays, c'est même illégal. Par exemple, en Angleterre, c'est illégal. Aux États-Unis, le gynécologue est libre de fermer ou pas si la femme le demande. Si elle a été correctement informée, on la considère comme une femme adulte qui est libre de choisir si elle veut avoir une refermeture. Mais en tout cas, dans les pays d'origine, dans la majorité des cas, on ne referme pas. Et c'est accepté de façon normale que, en fait, j'ai beaucoup souffert pendant les règles ou quand je devais faire pipi, tout est passé quand j'ai accouché. Souvent, c'est ça que les patientes racontent quand elles ont eu des accouchements dans les pays d'origine. Et les organes fermés sont aussi considérés beaux souvent. C'est pur, mais aussi beaux. Ils sont considérés beaux, propres, lisses. Donc il y a vraiment ces changements, ça concerne aussi un changement de ce qui est la norme en termes de beauté. Peut-être que vous avez discuté de ça avant que j'arrive à la conférence, je suis désolée. Je comprends que c'est aussi un problème global, non pas, mais vous êtes à Genève, même si j'imagine que vous vous déplacez pour les conférences. Est-ce que vous sortez des murs de l'hôpital? Est-ce que, par exemple, vous faites Genève étant une ville très, très internationale, est-ce que vous faites vous parlez de ça dans les écoles ou avec le planning familial, ou est-ce qu'il y a des collaborations à l'extérieur de l'hôpital, parce que c'est une grande démarche déjà. Vous parlez tout à l'heure de je vois un film et puis du coup je me pose des questions et peut-être ça me rend alerte, mais
Je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça. Oui, alors oui, on sort de l'hôpital ici, par exemple, mais on sort alors beaucoup en termes de formation, planning familial, les interprètes, les enseignants, les assistants sociaux, différents corps de métiers, internistes, infectiologues, par exemple les personnes qui font la consultation des voyages, les pédiatres. Et après, en termes de divulgation, on fait beaucoup aussi, parce que c'est important de parler, en fait, d'informer sur ce qu'on vient de dire en dehors de l'hôpital. En termes de sensibilisation, c'est plutôt les associations qui font ça. Il y a des associations de personnes migrantes, d'interprètes. Et maintenant, depuis 2016, il y a les réseaux nationaux. Il y a un réseau suisse contre l'excision, dont nous, on est consultants, qui ont beaucoup d'acteurs et actrices qui s'occupent de sortir et, par exemple, aller dans les communautés. Et après, on est consultant aussi, par exemple, pour les secrétariats d'État des migrations, pour les certificats, parce qu'il y a eu un moment où ils se sont rendus compte que pour les certificats, il y avait un manque de connaissances quand on devait documenter la présence et les types de mutilation génitale. Et donc là, par exemple, on a fait aussi des formations à ces niveaux-là, par exemple. Parce que déjà, mener un entretien à une femme qui raconte un antécédent d'excision, il faut avoir des outils, pas juste médicaux, mais culturels, en lien avec les traumas. Je fais un exemple, il peut y avoir une femme qui dit « mais oui, moi j'étais cousue », après elle est examinée par quelqu'un, il voit qu'il n'y a pas de fermeture, simplement parce qu'elle a accouché, c'est pas que la femme est en train de mentir dans ses démarches d'asile, c'est simplement qu'elle a accouché et son type d'excision a changé. Donc nous, oui, on sort, après on ne fait pas d'activité dans les communautés, on le fait quand on est sollicité. Encore une fois, c'est peut-être quelque chose que vous avez abordé tout à l'heure, je m'excuse. En termes de chiffres, combien d'interventions vous avez sur Genève et combien de gens effectivement se rendent et consultent et puis effectivement passent à l'acte de la désinfibulation? Oui, alors par mois, on a entre 25 et 30 femmes par mois. Et c'est des femmes parfois qui reviennent. Donc par année, selon l'année, on a entre 250 et 300 femmes et filles. Pour les chirurgies, je dirais que c'est entre 20 et 30% de cette population. On a des patientes qui viennent d'autres cantons aussi. Une prise en charge extra-cantonale est possible si les mêmes soins ne sont pas disponibles dans le propre canton. Et après, une chose importante, même si je sors un peu de la question, c'est que jusqu'à 2015, par exemple, on devait écrire un courrier aux assurances pour expliquer pourquoi on faisait une chirurgie et justifier que ce n'était pas une chirurgie cosmétique de la vulve. Depuis 2015, maintenant, la mutilation génitale est un code diagnostique, donc tout est pris en charge par l'assurance maladie sans courrier préalable. Et ça, souvent, les patientes ne le savent pas, donc c'est important. Alors, merci beaucoup, madame, merci à vous. Ces pratiques respectueuses, ce qui n'est pas toujours le cas, voyez, quand il y a des confrontations culturelles aussi violentes. Et alors, j'ai le plaisir de vous donner votre carte de membre de l'Institut national et l'ouvrage qui va avec, en souhaitant que vous veniez plus souvent nous visiter et que surtout on ait un public peut-être plus nombreux. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci.